Conakry, 1er septembre, Guinée Info, les titres. À la une ce soir, nous irons sur les plaines agricoles de Bofa et de Bokeh où plusieurs variétés de riz sont expérimentées par le projet tripartite Guinée-Afrique du Sud. Point complet dès le début de ce journal. Je vous amènerai aussi à Zérékoré en région forestière. La ville s'apprête à accueillir la fête de l'indépendance alors que plusieurs chantiers sont en cours d'exécution. Ibrahima Keita nous en dira plus. Et puis cette triste nouvelle avec la disparition d'Amara Touré, ou Pelé de son petit nom. C'est un ancien sociétaire Yafia 77. Il a regagné sa dernière demeure. Et Omar Dieng nous présentera ce grand nom du football guinéen. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale, actualité à l'intérieur du pays. Faisons un détour à Bofa et à Bokeh où de nouveaux sites ont été aménagés au compte du projet tripartite Guinée-Afrique du Sud-Vietnam. Ce sont des plaines agricoles sur lesquelles on expérimente plusieurs variétés de riz. L'opération dure depuis 2 ans et cette semaine, des cadres du ministère de l'Agriculture se sont rendus sur place pour suivre l'évolution du projet. Voyons tout ça avec notre envoyé spécial à Bofa et à Bokeh, Abdulkarim Kamara. Ces populations du littoral ont désormais une autre vision pour aménager leurs plaines. Ils ont bénéficié de l'assistance technique du projet tripartite Guinée-Afrique du Sud-Vietnam depuis 2013. Un projet qui porte sur l'amélioration de la production du riz et des légumes en Guinée. Ici, une délégation du ministère de l'Agriculture dans les plaines rizicoles de Tugnifili et de Monchon dans Bofa, de Satanaya et Kareki dans Bokeh. Ces paysans évoluent sur ces sites en riziculture, puis après la moisson, ces plaines sont aménagées de nouveau pour le maraîchage. Nous pouvons dire que nos familles ont retrouvé la joie. Avec la collaboration de ces partenaires, nos souffrances ne sont plus que des souvenirs. En synergie d'action avec des agents techniques en agronomie, ces groupements ont expérimenté plusieurs variétés locales et exotiques de riz. Des variétés comme CQ15, DT50, P6, avec pour la plupart un cycle végétatif de 3 mois, soit un rendement de 4 à 5 tonnes par hectare. Le projet tripartite n'a même pas besoin du riz qu'on gagne dans ces plaines. Et nous en avons une quantité suffisante dans nos greniers. Avec cette politique gouvernementale, le ministère de l'Agriculture se félicite de la réussite du projet tripartite. Les rendements sont tels que l'autorité a décidé que le projet soit étendu à l'ensemble du territoire national. Il a commencé en 2008 à Mankunta, maintenant il est à Kolaboui, dans le Kapachez, à Kindia, à Kankan, à Gekidou. En ne voyant que les étendues, le nombre d'hectares qui augmente, le nombre de rendements, la quantité en termes de rendement aussi, c'est une joie et nous prenons des engagements pour appuyer cette politique agricole du chef de l'État. Dans un passé récent, pas mal de programmes rizicoles ont été expérimentés dans ces plaines sans succès. Mais depuis 2 ans, ces populations semblent trouver leur compte dans le projet tripartite. Elles promettent d'ailleurs de conserver cette pratique. Ce qui concentre aussi l'attention ce soir, c'est cette question sur l'impact environnemental et social des sociétés minières sur les populations. Elle revient très souvent dans les discussions alors que la société civile tente d'examiner la question. Elle a mobilisé récemment les collectivités et certains experts des questions minières. Mohamed Sankon a suivi les échanges compte rendus. Pays potentiellement riche et population pauvre. Tel est le paradoxe guinéen que les organisations de la société civile veulent inverser. Le secteur minier est déjà dans le collimateur de ces structures de transparence. La présente rencontre vise à discuter du suivi et l'évaluation d'impact environnemental et social. Il s'agissait d'échanger sur les difficultés dans la gestion environnementale du code minier, du processus de réalisation des litiges, des rôles et responsabilités des communautés, de la société civile. Thématique par thématique, nous essayons, autant que faire se peut, de former les acteurs de la société civile afin qu'ils soient vraiment des intermédiaires et des facilitateurs dans le cadre de l'exploitation minière de notre pays. Les débats ont permis d'évoquer certaines faiblesses constatées dans le système, notamment la validation des litiges guinéens. La coalition publiée Ce que vous payez est décidée à assainir le secteur et le département rassure son appui à la structure. Ce que la société civile peut attendre de nous en tant que département des mines,
C'est dans cette franche collaboration et d'échange d'idées pour que de part et d'autre, n'est-ce pas, le travail que nous faisons soit un travail non seulement à l'avantage du peuple pour chasser la pauvreté, mais aussi préserver la nature, préserver l'environnement. Le département et la société civile se donnent les mains pour relever ce autre défi de la gestion cohérente du secteur des mines. Après quelques semaines de travaux, le cabinet GIM présente les conclusions de ses consultations sur l'usine de Fréguia au Conseil économique et social sous forme de mémorandum. Le document, vous allez l'entendre, ne néglige rien pour relancer l'usine, comme le montre ce reportage de Cheikh Sanoussi Sanko. À travers cette projection que le cabinet GIM a présenté son mémorandum de sortie de crise de l'usine Fréguia. Dans ce document, fruit d'une longue réflexion, ces experts composés d'anciens ministres, d'anciens directeurs généraux et de techniciens des mines ont fait une analyse sur le dysfonctionnement qui ont contribué à faire chuter Fréguia, la première usine d'alumine du continent. Pour le représentant du cabinet GIM, ce document tient compte de tous les aspects pour une sortie de crise de l'usine. C'est un mémorandum qui avait été élaboré il y a un an, en 2012, en août 2012, à la demande du Premier ministre, et sur non seulement la situation de Fréguia, mais comment sortir de la crise. Et nous espérions à l'époque que ce mémorandum aurait, si pris en compte, en tout cas certains éléments, permettrait de maintenir l'usine de Fréguia en état de fonctionnement. Suite à la lenteur constatée dans la résolution de cette crise, le Conseil économique et social se dit inquiet comme tout bon Guinéen, d'où l'initiation de cette rencontre. Les autorités au plus haut niveau sont allées à Fréguia. Pour nous, optimistes, nous nous attendions d'un jour au lendemain à des conclusions qui nous permettent d'aller de l'avant. Ayant attendu, ne voyant pas ces conclusions arriver, nous nous sommes dit, allons à l'information et impliquons-nous. Selon ces experts, l'arrivée de Russell est la conséquence lointaine de la chute de l'usine Fréguia. Et puis c'est officiel, l'État guinéen signe une convention de partenariat public-privé avec une société chinoise pour la promotion immobilière. Le projet sera réalisé à Lambaye et à Kipé. C'est en banlieue de Conakry. On estime à 8 milliards de dollars le coût d'exécution du projet. Mamadi Koma. Voici la maquette de la nouvelle ville que le gouvernement et les partenaires chinois de la société Guinéamar Grandioso veulent réaliser en Guinée. Ces infrastructures modernes seront bâties sur 17 hectares à Kipé centre émetteur et sur 400 hectares sur le site de Lambaye. La construction des logements sociaux, des hôtels, des centres commerciaux, des chancelleries et des départements ministériels. Le tout pour une enveloppe financière de 8 milliards de dollars pour 10 ans d'exécution des travaux. Pourquoi j'ai choisi d'investir en Guinée? Parce que la Guinée est parmi les premiers pays qui ont établi la relation diplomatique avec la Chine. J'ai ressenti la sincérité et la chaleur des Guinéens qui m'a incité de venir investir. Les études de faisabilité ont tenu compte de tous les aspects. Le projet pourrait générer de 10 000 à 20 000 emplois et tous les citoyens logés dans l'emprise seront recasés et indemnisés conformément à l'éthique en la matière. Si le projet est réalisé, il va changer fondamentalement la physionomie de la ville de Conakry. L'occasion était également opportune pour le gouverneur d'élever les responsables de la société Guinéamar Grandioso au rang de citoyen d'honneur de Conakry. Je vous l'annonçais en titre, la fête de l'indépendance à Zérékoré, c'est le 2 octobre, l'événement se prépare. La ville change de visage avec de nombreux travaux engagés dans les 7 villes de la région forestière, une 50aine de chantiers. Alors une question, où en sommes-nous avec les travaux? Élément de réponse avec notre reporter Ibrahima Keita. Zérékoré, située à un peu moins de 1000 km de Conakry, c'est cette ville culturelle et historique du sud de la Guinée qui doit abriter cette année les 55 ans de l'accession du pays à la souveraineté nationale. Au-delà de la ville de Zérékoré, les 6 autres préfectures de la région se préparent à travers la construction et la rénovation d'infrastructures d'intérêt public. Près de 50 chantiers sont ouverts à Kissidougou, Gekedou, Massanta, Bila,
Youmou, Lola et Zérekore. Des chantiers démarrés il y a moins de 3 mois et qui évoluent à la satisfaction générale. Je crois que ça avance très bien. Ça, c'est un travail de 2 mois. On a commencé ça mi-juin. On est fin août là. On est à presque 80%. On travaille toutes les nuits de 18h jusqu'à minuit, 1h du matin. On travaille et c'est pourquoi nous sommes à ce niveau aujourd'hui. Et je compte continuer pour achever et être dans le temps. De la tribune à la place des martyrs, en passant par bien d'autres chantiers, le gouvernement a mis les moyens pour des travaux de qualité, des actions qui visent à donner une autre image à l'administration. Toutes les 7 préfectures qui composent la Guinée forestière connaissent la réalisation d'actions de développement, lesquelles actions participent au renforcement des capacités de l'administration publique, mais aussi à la restauration de l'autorité de l'État. En plus de 20 km de bitume accordés à la commune urbaine de Zérekore, le gouvernement vient d'en ajouter 10 autres qui connaissent déjà des travaux d'ouverture. Selon les informations, les travaux des 20 km de bitume seront achevés avant la fin du mois en cours. Tout est un espoir pour une ville qui change positivement d'image. C'est aussi une bonne nouvelle pour les victimes de ce que la presse nationale a appelé les événements douloureux de Zérekore, un conflit interethnique qui a fait des blessés. Plusieurs sont pris en charge par le gouvernement Fofana et les pharmaciens de Conakry manifestent leur compassion aux victimes de ces événements. Ils ont pu collecter un lot de médicaments d'une valeur de 74 millions de francs guinéens pour assurer la prise en charge sanitaire des blessés. Amadou Touré nous en dit plus. 45 cartons de médicaments composés de solutés massives, des sirops pour enfants, des remontants, des antibiotiques et produits d'urgence. C'est la contribution des syndicats et membres de l'Ordre national des pharmaciens pour la prise en charge des victimes des événements découlés Zérekore et Bela. Nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas rester en marche. Il fallait que les syndicats privés, avec l'Ordre des pharmaciens privés, mobilisent les pharmaciens pour qu'eux aussi y contribuent à l'effort de réparation et aux soins des blessés dans nos hôpitaux à Zérekore, Beila. La remise officielle a eu lieu au siège de la coordination nationale de la Guinée forestière à Conakry en présence des ressortissants de la région qui ont remercié les donateurs avant de prendre l'engagement d'une utilisation correcte des dits produits. Nous sommes très enchantés et très réconfortés de ce geste et nous pensons qu'ils ont fait leur devoir. Et nous sommes sûrs que ces colis arriveront. En tant que ressortissants de Zérekore, nous sommes très contents et nous les rassurons que les produits iront effectivement aux destinataires. Ces dons de médicaments d'une valeur estimée à 74 millions de francs guinéens est la contribution de tous les pharmaciens privés et grossistes de la place. Je vous amène cette fois à Kankan pour parler de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. La question mobilise plusieurs représentants de districts sanitaires de la région de Nabaya. Il s'agit d'insister sur l'utilisation des techniques de planification pour espacer les naissances. Tierno Younousa Diallo, pardon. En Guinée, de nombreuses femmes meurent en donnant la vie. Le phénomène touche beaucoup plus le monde rural. L'Organisation américaine de défense des droits des enfants, en collaboration avec ses partenaires de terrain, met en œuvre les programmes de santé et d'éducation en Guinée. Dans la région de Kankan, les représentants des communautés et des centres de santé participent à cette rencontre sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Pour espacer les naissances, il a été conseillé de faire recours aux techniques de planification familiale. Depuis 2011, mars 2011 à ce jour, nous avons mis en œuvre un projet pilote de démonstration de l'injectable au niveau communautaire. Et le but de ce projet, c'est d'améliorer l'utilisation des services de planification familiale à travers l'introduction au niveau communautaire de l'injectable. Le traitement de naissance est fait pour soulager les femmes. La plupart des décès chez les femmes ne passent généralement au cours des accouchements. La femme qui ne pratique pas le planning familial n'a pas la chance d'être toujours en bonne santé. Le département de la santé, dans sa politique nationale, accorde une priorité à la santé maternelle et infantile. Les initiateurs de cette rencontre promettent d'accompagner cette volonté. Nous avons été choisis pour former les
47 AG que nous avons sous la main aujourd'hui. Et franchement, moi je dirais que c'est un programme qui a vraiment réussi, c'est bien parti, parce que la formation que nous avons donnée aux gens d'abord, ils ont assimilé les leçons. Ensuite, on a fait la formation, les injections, on a dû commencer sur les fruits. Ensuite, on est venu aux êtres humains. Et finalement, on a doté ces gens-là en produits contraceptifs injectables. Ils sont rentrés dans leur village. Et franchement, aujourd'hui, le résultat, franchement, est probant. Dans les jours à venir, d'autres rencontres seront initiées à travers la Haute-Guinée pour aider à lutter contre la mortalité maternelle et infantile et à encourager la planification familiale dans les foyers. Et puis à l'école nationale de la gendarmerie de Sonfonia et au lycée Matam, un concours mobilise des officiers de la police judiciaire. Ils sont une centaine, pour la plupart agents des différentes gendarmeries départementales et mobiles de la Guinée. Oumar Kamara et Alassane Diaby ont suivi le déroulement des premières épreuves. Suivez. Ils sont plus de 1000 candidats à passer ce concours pour les cours d'officiers de police judiciaire. 170 sous-officiers gendarmes ont été retenus à l'issue des épreuves écrites. Des épreuves constituées de dictées et questions, connaissances juridiques et connaissances militaires, suivies des épreuves physiques qui se sont déroulées à l'école nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Il est important de renforcer l'outil de travail que nous avons, qui est le personnel dans un premier temps. C'est dans cette optique que le haut commandement a essayé d'organiser aujourd'hui ce concours sur toute l'étendue du territoire qui est dans sa deuxième phase. Alors il y a trois promotions à 45 environ, qui vont, chaque promotion va durer 16 semaines. 16 semaines de formation, voilà, à l'école de Sonfonia, avec différentes matières qui sont prévues au programme, des connaissances juridiques, du droit pénal spécial, de la procédure pénale, du droit pénal et beaucoup d'autres matières, de façon à former des militaires de la gendarmerie qui seront totalement indépendants pour mener des enquêtes judiciaires sous la direction du procureur. Les candidats ainsi retenus se préparent pour la rentrée prévue au mois d'octobre prochain à l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Une formation d'OPJ qui sera coordonnée par les coopérants militaires français. Il existe désormais le Conseil guinéen des professionnels des ressources humaines. La structure vient d'être créée à Conakry. Son rôle, vous allez l'entendre, est de veiller au respect du travail des travailleurs. Alia Kamara nous fait le point. La Guinée était l'un des rares pays où il n'existait pas encore une plateforme des professionnels des ressources humaines. Pourtant, le projet existe depuis 2004. Cette assemblée élective permet donc de créer dorénavant un cadre d'échange et de concertation dans la gestion des travailleurs. Le bureau élu pour un mandat de 4 ans devra veiller entre autres à l'amélioration des lois et normes du travail. Les ressources humaines constituent la plus grande richesse d'un pays. Si vous regardez les pays développés aujourd'hui, sont ceux qui ont des ressources de qualité, des ressources humaines de qualité, qui tiennent le peloton du développement. L'ensemble des praticiens que nous sommes aujourd'hui de gestion des ressources humaines en République de Guinée, nous sommes tous unis autour de cet idéal de mettre en place le Conseil guinéen de professionnels des ressources humaines à l'instar des autres pays, organiser le secteur d'activité dans la gestion des ressources humaines. La nouvelle équipe est composée de 4 membres, 2 hommes et 2 femmes. Ils s'engagent à créer de meilleures conditions de qualification dans la gestion des ressources humaines, tant au niveau du public que du privé. Une mission pour la réussite de laquelle l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, AGIP, compte s'impliquer plus activement. Nous, en tant qu'établissement public, nous sommes en étroite collaboration avec les DRH pour le matching entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Le vrai travail, ce n'est pas seulement l'installation du bureau exécutif, mais plutôt le suivi. L'initiative de mettre en place cette structure répond à la nécessité de professionnaliser la fonction de responsable des ressources humaines, ce qui permettra d'améliorer le succès des entreprises et services en Guinée. Chapitre culture, on commence avec le festival Clap Ivoire. C'est un événement annuel que la Côte d'Ivoire organise à l'image du FESPACO du Faso, un rendez-vous des cinéastes des 16 pays de la CEDEAO, aujourd'hui à sa 13e édition. Et la Guinée participe pour la première fois à cet événement culturel sous-régional. Sur une centaine de films présentés, seulement 2 ont été retenus. Les explications avec Abdul Aziz Balé.
L'édition du Club Ivoire débute le 3 septembre à Abidjan, une compétition à l'image du FESPACO. Elle regroupe tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, parmi lesquels la Guinée qui participe pour la première fois à cette rencontre des cinéastes. Nous allons nous lancer dans la création de nouveaux films, dans la mise en œuvre de nouvelles idées cinématographiques, afin que la Guinée reconquiert la place qu'elle a perdue, cette place qu'il avait mise au zénith des célébrités mondiales de la création culturelle. Félicitations et encouragements, j'attends des trophées. Après avoir visionné une centaine de films sur le plan national, seulement 2 ont été retenus. Il s'agit d'un documentaire de 13 minutes intitulé « Le transfert des héritages de Soundiata Keïta en Guinée » réalisé par Fodé Niagasola Keïta et un long métrage intitulé « Ultime Vengeance » réalisé par Diara Kamara. Un ouf de soulagement pour le cinéma guinéen. Nous espérons de tout cœur que nous reviendrons avec des trophées pour l'honneur que le Guinéen a toujours pu ou a toujours su apporter à la Guinée depuis l'extérieur. Les 2 lauréats guinéens sont attendus en Côte d'Ivoire. Un peu de douceur dans ce journal, ça va faire du bien à tout le monde avec la Miss CEDEAO. Elle est guinéenne, vous le savez. Et Mariam Diallo rêve d'être Miss Monde. Le concours aura lieu en Indonésie. Et les stylistes, modélistes et créateurs de Guinée apportent leur soutien à la candidature de la jeune Miss. C'est un soutien fort pour Mariam, comme le montre ce reportage de Mamadou Alpha Baldé. Le groupement des stylistes, modélistes et créateurs de Guinée soutient Mariam Diallo, Miss CEDEAO. Du Kendeli, l'épi, Baka et Forêt Sacrée cousus par les meilleurs stylistes et créateurs guinéens sont offerts à la plus belle fille de l'espace CEDEAO en partance pour l'Indonésie en vue de représenter notre pays à la compétition Miss Monde. Nous sommes venus les soutenir à notre façon. Nous avons amené des robes des 4 régions, des tissus des 4 régions naturelles parce que nous faisons la promotion de la culture à travers la mode. Nous voulons valoriser le textile guinéen et pour ce faire, je crois que la Miss, étant Miss, vraiment va être le porte-flambeau et qu'elle va porter haut nos tenues. Satisfaite du geste, la candidate du Rouge Jaune Vert se dit déterminée à faire rayonner la beauté guinéenne. C'est vraiment émouvant de voir toutes ces personnes se mobiliser pour pouvoir accompagner mon voyage. J'ai espoir quand même, je ne peux pas décevoir tout un pays, voir tous ces stylistes réunis pour m'accompagner, ça fait chaud au cœur, donc cela me pousse à encore plus travailler pour pouvoir nous amener une place honorable. Mariam Diallo s'envole ce soir pour l'Indonésie. La compétition est prévue le 28 septembre prochain. Autre grand titre de ce journal avec la disparition d'Amadou Touré, ou Pelé de son petit nom, ancien sociétaire du AFIA 77. Il a regagné sa dernière demeure et la famille sportive de Guinée lui a rendu un dernier hommage. C'était dans la salle des banquets du Palais du Peuple de Conakry. C'est Loutata Diallo. La nouvelle est tombée tel un coup près samedi matin. Après une longue maladie, Amara Touré Pelé s'en est allé de sa douce mort. Né en 1955, cet enfant prodige de Boulbiné au visage de poupon, toujours souriant, était non seulement un virtuose de curon, mais aussi un garçon adorable et plein de chaleur. Ce matin donc, famille, religieux, proches, anciens coéquipiers et simples admirateurs de la légende AFIA ont tenu à lui rendre un dernier hommage ici à la salle des banquets du Palais du Peuple. Par rapport au but de Amara à marquer à Accra, c'est le but qui est resté le repère du AFIA. Parce que pour celui qui a suivi le match à Conakry, j'avoue, quand nous étions à égalité avec les Ghanéens, tout l'espoir reposait sur le seul but qu'il a marqué à Accra. Et comme il y a toujours un sauveur, il y avait toujours un sauveur dans l'équipe du AFIA, mon frère et ami Papa Kamara, alias CIA, a eu à délivrer le peuple de Guinée. Mara, on ne cessera jamais de parler de lui. Sa bonne humeur, sa joie de vivre, son talent. Le président de la République et le gouvernement tout entier sont pleinement affectés et partagent votre douleur. Pourquoi? Parce que tout simplement, Amara Touré fait partie du patrimoine de la Guinée, au même titre que tous ses collègues, ses amis du AFIA Football Club. En
ce qui me concerne, j'ai le souvenir de quelqu'un qui avait un sourire permanent, qui avait le regard d'un enfant. Et à titre personnel également, je crois que je peux témoigner pour tous ces Guinéens qui pendant toutes ces années vivaient en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou ailleurs, et dont l'un des seuls motifs de fierté et de rattachement était le Afia Football Club. Après le palais du peuple, direction la mosquée de Boulbini, dont il était devenu un des fidèles serviteurs pour des bénédictions, et puis le cimetière du Cameroun pour l'inhumation. Mari vertueux et père modèle, Amara Touré Pelé laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Que Dieu lui accorde son paradis éternel. J'ajoute qu'Amara Pelé était le plus jeune sociétaire de AFIA en décembre 1977. Dans cet élément qui va suivre, Omar Dieng nous présente celui qui a inscrit le but d'avance de AFIA face au professionnel ghanéen de 77. Suivez. C'est celui-là qui, le 18 décembre 1977, au soir du sacre du AFIA comme premier club triple champion d'Afrique, était le Benjamin de l'équipe. Le destin, toujours cruel avec le célèbre AFIA, l'arrache à notre affection. La mort est un mouvement vers l'inconnu, car le sort de tout un chacun est toujours un secret de Dieu. Que de grande gloire de notre football rappelé au royaume des cieux. Arsène Campbell, Ali Badra Kolev, Soriba Edante, Aliou Keita Njolea, Morsire Silla et j'en passe. Et voilà que la liste noire s'allonge avec celui-là auquel on s'attendait le moins. Amara Touré, connu sous le sobriquet de Amara Pelé, était le plus jeune, celui qui, en 1976, faisait encore son baptême de feu au sein du Sili National Junior. En 1977, le voilà au sein du AFIA dans la course pour un 3e titre continental. À la finale aller, le dimanche 4 septembre 1977, son classement parmi les 11 débutants de la starting list était quelque peu controversé. Amara était trop jeune, mais la plupart de ses coéquipiers avaient le sentiment que si le AFIA doit gagner, il fallait que Amara jouât. Amara a joué et Amara a marqué l'unique but de la partie qui mit le AFIA dans une position très confortable. Héritier d'un service royal de Papa Camara à partir du centre, il observa la position très avancée du gardien ghanéen Samuel Soupé et la frappe lobée, bien cadrée, ne pouvait que faire mouche. Samuel Soupé, malgré ses efforts aériens, ne pouvait que constater les dégâts. Voilà Amara qui entre dans la légende aux côtés de ses aînés, Chérif Suleiman, Maxime Camara, Petit Souri, Papa Camara, Bangale Silla, Youssouf Camara Jansky, etc., etc. Mais l'année suivante, en décembre 1978, après le départ de plusieurs de ses sociétaires, départ que l'on a qualifié de crépuscule des dieux, le AFIA n'a pu trouver d'autres jeunes comme Amara, d'autres Amara qui, avec lui, auraient continué à tenir très haut le flambeau du club vert-blanc. Mais il est resté lui aussi dans la gloire de ceux qui ont écrit les lettres de noblesse du football guinéen, auxquelles le peuple de Guinée a toujours rendu hommage. Ce qu'a symbolisé au plus haut niveau la sollicitude constante du gouvernement et celle du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui s'est personnellement rendu au chevet de Amara Pelé à l'hôpital Ignace Dine. Mais le décret de Dieu est toujours au-dessus de tout. Que l'âme du regretté Amara Pelé repose en paix. Et puis la RTG aussi est en deuil avec le décès dans la nuit d'hier à aujourd'hui de Ablaye Aïfodé à Kindia, des suites de maladie. Jusqu'ici, caméraman à la RTG au Boulbiné. La dépouille mortelle de notre collègue a regagné cet après-midi Bouramaya, son village natal. Repose en paix, Ablaye Aïfodé. Législative 2013, la campagne électorale se poursuit, vous le savez. Ce soir, votre rubrique quotidienne Parole de candidat ne vous sera pas servie comme annoncé hier. Demain, vous aurez donc 2 numéros. Le premier UPR UFDG et le second GPT ADC BOC. Nous informons les candidats qu'ils sont attendus au plateau de l'émission à 12h ici à Koloma. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Tougué, à Dakar et à Zérékoré. Restez fidèles à la télévision nationale.